Bonjour, c'est Cybercafé, la deuxième. On est de retour avec 4 nouveaux jeux, de la cyberculture, des nouvelles technologies avec le grand retour de Paul Henry. Nous aurons une interview exclusive du producteur de Lord of EverQuest, la visite de la Maison du Futur à Vilvoorde, et bien entendu quelques sites avec notre grand gourou du web, le Dr Brice. Mais juste après le générique, une petite surprise. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Ça va très bien et depuis toi? la semaine passée. Oui, bien. Et oui, donc Raphaël, tu es notre nouveau présentateur. Eh bien, on revoit pour les nostalgiques de Cybercafé. bah, Voilà la surprise. Xavier, Ah, c'est moi la surprise. Xavier, le d'accord. retour. Ce Tu es sera notre pas, surprise. ce sera pas chaque fois. Hein. Je vous rassure. Non, mais j'espère que je tu vous rassure, reviendras après je me régulièrement. casse vraiment. Ouais, shake your tits, shake your dicks, par exemple. Tu vois, on lui manquait déjà, il a pas que Il est de retour avec le portable. Bah oui, mais parce que j'ai un petit site. Il est encastré dedans. Tu as un petit site pour Un nous, petit Xavier? site et non des moindres, et donc vraiment je voulais vous le présenter parce qu'il y a une actualité, un concert, tout ça. C'est le site d'une dame qui s'appelle Peaches, elle a sorti un album qui s'appelle Fatherfucker. Voilà. Fatherfucker, c'est comme Motherfucker avec le Voilà, père. on en avait marre de Motherfucker, Ouais, tout c'est le temps dans tous les morceaux de cliché, hip-hop voilà. et tout, donc elle a fait Fatherfucker, donc il y a un site www.fatherfucker.net avec un petit clavier. Alors j'ai pris mon petit papier, hein. Tu veux Et donc, que je te dicte voilà, il y a des extraits de l'album. Voilà, je te dicte, hein, c'est les lettres. Ouais. Bon, alors aide-moi, la première c'est quoi? La, M. Voilà, M. All the motherfuckers ready for Hey. the motherfuckers. Q. Mais t'es pas synchro. W. A. D. I. T. Shake it, tits, shake it, tits. Et donc à chaque fois, À chaque lettre, voilà, c'est un petit tu sample. reformes un peu Voilà. un morceau. Ouais, mais c'est assez hot, hein. Ça c'est hot, enfin bon, Et puis les paroles sont sympas. ça c'est le début, hein, parce que son vrai site à elle pour l'ensemble de son œuvre c'est peachesrocks.com. Et donc sur le site il y a différentes choses, on y trouve entre autres des photos de ses performances. La crotch galerie. Et alors la crotch gallery, Ouais. voilà, c'est-à-dire C'est-à-dire des photos C'est quoi une de ses crotch petites culottes. Ouais. Je dois me poser la question normalement. C'est quoi une C'est crotch quoi une crotch, Xavier? Eh ben, c'est les petites culottes, voilà, hein, et c'est les bas. Et donc, cette jeune femme, Peaches, elle a, disons, un but dans tout ce qu'elle fait, c'est de parler des stéréotypes masculins-féminins, de parler des genres. Donc, elle en a un petit peu marre de l'image des filles qui doivent correspondre absolument aux stéréotypes, donc jeunes, bronzées, épilées, sexy. Oui, là sur le site, on voit bien que ça n'est pas vraiment ce cliché. Non, elle n'est Ouais, pas voilà. vraiment épilée, ça on le voit sur le site. Elle n'est hein. pas épilée, C'est poilu, comme tu revendique, disais. elle revendique ses poils. Et donc, quand elle fait ses concerts avec ses petites Déjà culottes, sa couverture de CD, elle a une barbe. elle a c'est une femme à barbe, voilà, donc, elle a une barbe. C'est une te femme à dire. barbe, voilà. Ils vont nous prendre la pilosité, c'est tout ce qui nous restait à nous les femmes. Exactement. Et donc, elle demande aux internautes et aux fans de faire des photos pendant les concerts d'elle en petite culotte. Et donc, les meilleures sont intégrées sur le site. Donc c'est les photos des fans qui prennent d'elle et qui lui envoient. Voilà. Et elle met ça sur Exact. son site. Oui, c'est une des choses. Elle n'a pas froid aux yeux, on va dire. Elle n'a pas froid aux yeux. Il y aura donc un concert le 21 septembre au Botanique, et donc c'est une performance parce qu'elle fait aussi de la vidéo, elle produit tout elle-même. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle dit elle-même qu'elle vient plutôt du punk et du rock que de l'électro, mais donc elle prend une boîte à rythme, guitare, paroles. Et donc elle a aussi une reconnaissance maintenant puisqu'elle a fait un duo avec Iggy Pop sur son dernier album, et Madonna lui a demandé quelques paroles pour un futur album. Des paroles telles qu'on vient d'entendre. Ouais, shake your tits, shake your dicks. Ouais. Shake it, tits, shake it, tits. Par exemple. Elle a aussi fait les premières parties de Björk et de Suède, enfin des gens comme ça, donc ça va. Disons que c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'underground, qui est installé à Berlin et qui est en train de devenir pas mainstream, Pas disons, mainstream, en tout mais cas voilà. Elle est en train d'acquérir la reconnaissance du grand Voilà. public. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment il y a plein de gens qui disent ah c'est vraiment vulgaire ce qu'elle fait, hein, autant des filles, des garçons. Alors quand c'est un mec qui dit des saloperies à longueur Ah oui, de là ça passe morceau, bien, tu ça passe vois, bien, mais là hein. c'est une femme. Est-ce que c'est pas un peu la nouvelle version de Nina Hagen? Oui, c'est un peu ça, ouais, effectivement, c'est tout à fait dans la lignée. Et Nina Hagen, on sera
Il avait fait des choses à la télé autrichienne assez provocateurs. Et il y a une vidéo, nous, de... Il y a une vidéo, on va regarder, ça s'appelle Set It Off. Voilà, c'est de l'électro-clash, même si elle dit que l'on fait pas partie. Voilà. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Deux jeux pour commencer avec un premier rappel. Alors Gilles, des jeux de baston et des jeux de baston japonais. Voilà, deux jeux pour commencer avec un premier rappel d'un titre qu'on avait présenté il y a quelques mois, Chaos Legion. On l'avait présenté en juin dans Cyber. Ouais. Voilà, exactement. Quelle est la particularité du titre? C'était finalement de proposer une action assez débridée, un jeu donc totalement bourrin. C'est ce qu'on appelle un beat'em all. Et voilà. Et on avait la possibilité, le héros principal, d'invoquer des légions, donc des combattants d'un autre monde pour l'aider dans sa tâche. Donc le point fort du jeu, c'est finalement une esthétique assez particulière. Le jeu ne verse pas dans la noirceur habituelle, il y a toujours quand même une dominance de plan qui donne un drôle de côté. Quelques clins d'œil à Starship Troopers, puisque Oui, les monstres, espèces d'araignées, comme dans Starship Troopers. Les monstres insectoïdes, donc on se retrouve devant une armée d'assaillants et on dispose de toute une série de coups. Et également ces fameuses légions qu'on est en train de voir, Thanatos, pour éradiquer les démons. Est-ce que ça joue par internet? Du tout, c'est un truc que tu joues tout seul. C'est une aventure solo, voilà, c'est vraiment un jeu classique de baston. C'est ce qu'on appelle un Ona Game. C'est un jeu que tu joues seul, voilà. Il faut dire quand même que la qualité de réalisation sur cette bonne vieille PS2, encore une fois, tient la route. Et même si le jeu est assez répétitif. C'est Capcom, donc c'est quand même des grands spécialistes. Voilà, c'est des grands spécialistes. On avait connu Devil May Cry, on avait connu Onimusha. Et là, il a la même cape que dans Devil May Cry. Voilà, il y a toujours un côté stylistique qui revient. Tu es encore venu avec un autre jeu qui s'appelle Otogi, qui n'est pas un jeu de poursuite automobile comme on pourrait. Très drôle. Qu'est-ce qui différencie finalement de ces deux jeux qui font partie du même genre? Otogi, en tout cas moi ce qui m'a plu, c'est toute l'ambiance, elle est hyper travaillée. Donc d'un autre côté, il faut quand même aimer le trip japonais, médiéval et tout ça, moi j'aime beaucoup. Mais Gilles est un samouraï. Voilà, Ouais, d'ailleurs, il lui manque le katana, tu vois, oui. comme le samouraï. Donc c'est un jeu où l'atmosphère est... Voilà, c'est assez particulier, riche, parce que d'habitude dans les jeux de combat, on a tout de suite une espèce de musique artistique qui tente directement pour soutenir l'action, mais elle n'a pas du tout, en fait, vraiment la bande son hyper travaillée, toujours des sons assez anciens, comme ça, qui ne viennent jamais soutenir... pas surenchérir voilà, la baston. ça donne une espèce de décalage pour un univers graphiquement assez époustouflant pour cette Xbox. Même si c'est pas vraiment de la qualité de la 3D, c'est plutôt le design des levels. On incarne Raiko, un ancien samouraï qui se retrouve entre la vie et la mort après un grand combat, et on lui donne une seconde chance pour sortir de ses fautes, de venir anéantir les démons qui menacent les âmes perdues de ce continent. Donc ça donne... Parce que dans l'action, finalement, le jeu ne propose pas énormément de touches, il n'y a que quelques coups possibles. C'est pas un truc où tu dois faire plein de combinaisons de touches différentes. C'est très simple. Il y a un peu de magie également. Raiko a la possibilité de lancer des sorts et de gagner en points d'expérience, mais on se rend compte que cette formule marche agréablement et l'ambiance fait vraiment tout le reste. Pour toi, c'est un jeu que tu conseillerais? Que des jeux comme ça, il en sort énormément, et ces gars avaient vraiment été séduits par la qualité du titre et l'ambiance de ce jeu-là, au point de décider de le distribuer en Europe. Voilà. Alors c'est un jeu qu'on peut conseiller d'acheter, et d'ailleurs... De gagner. Et oui, on peut aussi les gagner dans Cybercafé à la fin de l'émission. Nous en avons Un petit concours, on en a 5 à gagner. Exactement. Mais Gilles, on te retrouve tout à l'heure pour d'autres jeux. Voilà. À tout à l'heure. Laurent est avec nous, il est un peu notre envoyé spécial, il se rend sur le terrain. Laurent, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, Raphaël, aujourd'hui, je vais te parler de domotique. Souvent, quand on parle de domotique, on imagine des écrans incrustés dans des sièges de maison, des sièges de salon, dans des lits, dans des WC, enfin toutes sortes de choses complètement ahurissantes, des cuisines qui font à manger pour toi. Et en fait, la domotique, c'est bien plus simple que ça, c'est bien plus réaliste et c'est peut-être bien plus pratique. Alors, je te propose de découvrir ça tout de suite. On va découvrir ça, ouais. Nous sommes à Vilvoorde, à la Maison du Futur, Living Tomorrow, numéro 2. On peut préparer donc la cuisine
Si par exemple je touche le petit panel et je pousse le numéro 2, le système domotique va ajuster donc la table, les lumières, les armoires de la cuisine et toute autre fonction, si vous voulez. La domotique, quand on en parle, pourquoi faut-il toujours l'associer à ce type d'exemple totalement futile et peu réaliste? Car la domotique est quelque chose de bien plus simple et sans doute plus utile. La domotique, c'est l'automatisation de la maison. C'est une possibilité de tout commander dans votre maison de façon intégrée. Donc plutôt que de commander l'éclairage de façon individuelle, le chauffage de façon individuelle et bien d'autres équipements techniques, la domotique vous permet, et c'est une grande facilité, c'est un grand confort, à travers une interface, vous allez pouvoir commander tout de la même façon. Donc si vous décidez de programmer votre éclairage ou bien de programmer votre chauffage, tout se passera par le même type d'interface. Louvain-la-Neuve, la maison Pléiade est un projet d'architecture climatique développé par l'unité de recherche architecture et climat de l'UCL. C'est une architecture qui a comme objectif, d'une part, de garantir la qualité de l'ambiance thermique en hiver, de garantir la qualité de l'ambiance thermique en été, avec le dernier été que l'on vient de vivre, et éviter au maximum la surchauffe, de garantir un éclairage naturel dans la totalité de la maison. Or, dans une maison mitoyenne, on sait qu'au centre de la maison, c'est un problème. Et enfin, comme on savait que l'on allait avoir une maison fortement isolée, fortement étanche, de garantir la qualité de l'air. Maintenant, où la domotique sert à ce niveau-là? La domotique sert à ce que les choses puissent être automatiques. Donc plutôt que de dire, tiens, il va faire soleil aujourd'hui, je vais appuyer sur mon bouton, descendre les stores avant d'aller travailler, il y a une régulation qui dit, s'il y a une certaine température intérieure, une certaine température extérieure, un certain ensoleillement, le store faut qu'on ne soit pas là. Si ces conditions sont plus remplies, le store remonte. Dès qu'il pleut, pour mettre le store à l'abri de la pluie, dès qu'il pleut, le store remonte. Dès qu'il y a trop de vent, pour qu'il ne se déchire pas, le store remonte. Ça, c'est au niveau des stores. Alors, au niveau de la ventilation, au niveau de la nuit, en toiture, on a une ouverture automatique de la toiture. Dès qu'on a une température trop importante sur la toiture, que l'on fixe, que l'on peut fixer à 24 degrés, à 26 degrés, à 28 degrés, c'est nous qui la fixons. Et dès qu'il pleut, encore une fois, cette fenêtre se referme pour éviter qu'il pleut à l'intérieur. Alors, tout ça peut servir manuellement. On comprend bien qu'avec un système de régulation qui, dans ce cas-ci, est lié à un système domotique, les choses sont évidemment beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables pour l'occupant. L'occupant rentre le soir, il ne sait même pas si ces stores sont descendus ou ont été descendus au niveau de la journée, mais il rentre le soir et il fait tout à fait agréable dans la maison. Tout cela fonctionne grâce à des capteurs, une station météo à l'extérieur, des détecteurs de présence à l'intérieur. Pratiquement tous les systèmes, que ce soit les systèmes de régulation de chauffage, les systèmes sont devenus de plus en plus, je dirais, électroniques. Ça veut dire qu'ils sont programmables. Et en fait, ce qui était nécessaire pour la domotique, c'est justement d'avoir une interface dans l'éclairage ou au niveau des volets motorisés, etc., un système qui leur permettait de les commander. Et comme pratiquement tous ces systèmes sont devenus commandables, c'est devenu un jeu d'enfant d'ajouter un système domotique et de réellement commander d'une façon intelligente tous ces systèmes. Réguler le chauffage de la maison, temporiser l'éclairage automatiquement, sécuriser la maison de manière intelligente, voilà autant d'applications simples et pourtant tellement utiles. Le drame qu'on présente comme domotique aujourd'hui, le drame, c'est qu'on présente du gadget. On présente la domotique en disant, vous êtes dans votre voiture, vous téléphonez, votre bain coule, votre eau chaude à la température que vous voulez, et quand vous arrivez, vous plongez dans votre bain. On s'en contrefou. Alors naturellement, on peut vérifier, par exemple, le réseau électrique. Si par exemple, il suffit donc de faire un ordre, une commande et demander une livraison à domicile, pourquoi pas. On s'est trompé sans doute sur la vitesse d'acceptation de certaines techniques par le public. On ne parle pas, je dirais, facilement à sa TV, visiblement. On parle plus facilement à son ordinateur qu'à sa TV. On parle visiblement pas à son volet. Mais en fait, ce sont technologiquement, c'est très semblable. De gens dans des bureaux dicter de longs documents à
à leur ordinateur, sans que ça les gêne, sans qu'il y ait un problème quelconque. Mais on n'a pas encore beaucoup de maisons où une ménagère dicte, je dirais, un menu à son four. Pas facile en effet de prédire ce que Monsieur Tout-le-Monde sera prêt à utiliser. Mais une chose est sûre, la domotique actuelle est plus transparente qu'on ne le pense, plus abordable aussi, et tellement plus... Reza, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant en journalisme et tu as écrit un article sur l'Internet en Iran. Alors ici en Belgique, Internet, on y a tous accès, on sait ce que c'est. Est-ce que là-bas c'est une révolution d'avoir Internet? Est-ce que tout le monde a accès à Internet? Non, enfin déjà tout le monde n'a pas accès à Internet. Pour l'instant c'est réservé quand même à une élite, c'est-à-dire à la classe aisée et citadine surtout. Ça reste très cher? Oui, ça reste relativement cher vu qu'il n'y a pas le système d'abonnement, il faut payer à la minute. Et sinon, il y a les fournisseurs d'accès quand même. Il y a des fournisseurs d'accès privés et un fournisseur d'accès d'État. Mais quant à la question de est-ce une révolution, oui, véritablement, parce que en Iran, c'est assez particulier, vu que la censure est vraiment très très forte, extrême et constante. Si tu veux, Internet a vraiment permis de s'ouvrir, oui, et surtout c'était un moyen de véhiculer toute une série d'idées qui étaient complètement interdites par le gouvernement, genre via la presse, les journalistes, le droit du journaliste est complètement bafoué. Mais ils ne mettent pas en place des outils de contrôle ou de censure de ce que tu sors? Si, il y a des outils de contrôle. À deux niveaux, il y a si tu veux, il y a un premier filtrage qui se fait au niveau du fournisseur d'État. Et sinon, il y a une commission qui a été créée pour créer, si tu veux, une liste noire avec tous les sites pornographiques interdits ou contestataires par rapport au gouvernement qui véhiculent des idées. Donc, si moi j'envoie un mail à quelqu'un qui est en Iran, est-ce que quelqu'un va le contrôler avant que la personne à qui je l'envoie le lise? Mais officiellement oui, si tu veux, tout dépend. Par exemple, si c'est de Hotmail à Hotmail, non bien sûr, parce qu'ils ont pas réellement le pouvoir d'aller contrôler le contenu de ton mail. Mais officiellement, il y a certains mots qui sont interdits, genre Moudjahidine, sexe ou de ce genre de mots. Quand il y a un mot-clé comme ça, on sait que ça va être contrôlé d'office. Mais officiellement, parce qu'on sait de nouveau... Le gouvernement a techniquement les moyens de le faire. Et donc c'est pour ça que les Iraniens évitent de se faire des adresses sur des hébergeurs iraniens. Ils vont toujours aller sur Yahoo ou sur Hotmail. Alors pour contourner les outils de censure et la politique du gouvernement, comment est-ce que les internautes font pour les contourner? Déjà, il y a tous les sites d'information des journalistes qui vont mettre leur contenu de leurs journaux qui a été interdit sur le net. Ensuite, il y a eu l'explosion d'un phénomène social. Journaux de bord en ligne qui se sont vraiment développés où les Iraniens, principalement des jeunes, des adolescents et des femmes, témoignent de leur quotidien sur le net et c'est comme ça, ça peut être accédé de partout dans le monde. Et d'ailleurs, à propos de ça, il n'existait pas d'outils de création. Il y a Blogger.com qui est le site de création en anglais. Et vu que le farsi, la langue différente, il n'y avait aucun outil pour faire du weblog. Weblog en farsi, quoi. Alors voilà, et donc il y a un gars qui a été créé, si tu veux, un outil de création en farsi. Il y a 2-3 ans, et depuis ça a été véritablement une explosion et on a vu une apparition de centaines de weblogs en farsi. Et là, si tu veux, le gouvernement il n'a pas vraiment un moyen de contrôler ça parce qu'il a... Oui, bien sûr, là ça dépasse leurs possibilités de contrôle. Exactement. Quoi. Et le fait d'avoir des contacts avec des gens, justement de se révolter, de se dire mais pourquoi nous aussi on n'a pas droit à accès Mais si tu veux, Internet n'a fait qu'accélérer ça parce que depuis des années via la télévision, par exemple le satellite, la parabole est interdite en Iran, mais on en trouve sur quelques toits parce que c'est impossible de contrôler tous les toits de la ville. Par le cinéma, par tout le marché noir, les CD et tout ça, la jeunesse iranienne a toujours été très au fait de la dernière actu, musique, cinéma.
pas c'est ça tout qui est incroyable. acheter. Non, On non, trouve non, pas parce qu'en là-bas fait, la musique, à l'importation, les CD venant de l'étranger sont totalement interdits. La production cinéma, tous les films américains et tout ça sont diffusés en Iran, mais passent réellement à la moulinette de la censure islamiste. Donc toutes les scènes où on voit des femmes un peu dévoilées, hop, elles sont coupées. Et là, en fait, j'imagine Tom Raider exactement. avec un casque. Et c'est là que Internet est dément, parce que pour les jeunes, c'est tout à fait un moyen par les MP3 ou les DivX de downloader vraiment que aller risquer d'aller acheter un CD sous le manteau en rue. C'est beaucoup plus sûr. Eh bien écoute, merci de nous avoir parlé de l'Internet là-bas, en espérant que ça s'ouvre encore plus pour eux. En espérant. Nous, on va retrouver Paul-Henri avec un tas de petits gadgets qui nous sortira de sa belle besace. A tout de suite. Un téléphone. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore arrivé chez nous. Alors, Paul-Henri, le retour. Le mot gadget, l'inspecteur gadget, on va l'appeler. Oui, c'était comme ça déjà l'année passée. Ben oui, il y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Non, l'été n'est pas le moment propice et il faut dire que la fin de la saison n'a pas été extraordinaire non plus en grande nouveauté. L'année passée, on a quand même vu débarquer pas mal de choses comme le MMS en téléphonie, donc les SMS multimédia. Pour envoyer des petites photos. Voilà, voilà, bien. Bien. Et donc, un téléphone. Un téléphone. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore arrivé chez nous. Et l'argument de vente, c'est un téléphone pour les marchés émergents. Alors, les marchés émergents, qu'est-ce que c'est? C'est l'Inde, la Chine. Voilà. Ce sont des à pouvoir d'achat très faible. On est déjà submergé. Et donc, Nokia sort un GSM qui s'appelle le 1100. On connaît 3310, 3210, 6510, 7610. Ils ne pouvaient pas faire plus petit parce qu'en dessous, c'est 0000. Exactement. Ils sortent le 1100. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone qui ne fait rien. Rien d'extraordinaire. On peut téléphoner quand même. Il téléphone, on envoie des SMS, peut peut-être aller sur le WAP, point à la ligne, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment le téléphone le plus simple. Il n'y a pas de Sony polyphonique Sera en rapport, oui, mais le truc le plus intéressant, c'est de se dire que les opérateurs, eux, misent énormément sur les téléphones avec écran couleur, avec les sonneries polyphoniques, avec toutes les fonctionnalités technologiques qu'on peut connaître, du réseau, en fait. qui font consommer du transfert de données, donc du réseau. On télécharge des images, des sonneries, on envoie des photos, bref, on consomme. C'est à tel point que aujourd'hui, le marché en Belgique, c'est 3% de téléphones avec écran couleur et fonction GPRS et tout ça, et c'est 3% GPRS. Rapide, voilà. Et c'est du data, ça revient pratiquement à la vitesse d'un modem sur une ligne téléphonique normale. Rapide. Oui, c'est du rapide. Et donc, 3% du marché est équipé de ces téléphones-là et ils consomment 55% du transfert de données sur les réseaux. Voilà, donc sortir un nouveau GSM qui n'a pas d'écran couleur, etc., c'est quelque part empêcher les gens d'acheter de nouveaux téléphones qui consommeraient des données. Qui consommeraient plus, surtout qu'ici, Nokia, c'est un premier pas, parce que les autres fabricants vont eux aussi ressortir. En fait, c'est la technologie qu'il y avait dans les téléphones il y a 3, 4, 5 ans, voilà. Et où on a remis un nouvel habillage dessus, point à la ligne. Mais c'est important de le noter. Bon, oublions un peu ce petit téléphone sans grand intérêt, finalement. Sans grand intérêt, mais au niveau du marché, c'est extrêmement important. Et tu es venu avec d'autres petites choses. Avec des petites choses, mais alors très petites. C'est un Walkman, un Discman, que ça pourrait être. Depuis que tu es arrivé, Brice est tout fou, il veut savoir ce qu'il y a. My God. Et voilà. Ça, c'est le plus petit projecteur. C'est un appareil photo. C'est un tout à fait classique, avec une capacité de 1000 ANSI lumens. Attends, Paul-Henri, il faut quand même expliquer qu'il est minuscule parce qu'avec tes grosses mains, les gens peuvent pas se rendre compte des proportions. Hein. Un bic. Voilà, tu vois, il est minuscule, quoi. Il fait la taille d'un bic. Voilà. Alors, 1000 ANSI lumens, c'est la capacité de projection, c'est la lumière, la luminosité qu'il peut projeter. Dégage, Alors ça, 1000 ANSI lumens, on peut dire que c'était ce qu'il y avait dans le haut de gamme il y a 2 ans à peu près. Aujourd'hui, dans le milieu de gamme, on trouve des 1500 ANSI lumens. Il fait pas mal de bruit parce que pour ce qui est des projecteurs, il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention. Évidemment, la luminosité qu'ils peuvent projeter, d'une part, et d'autre part, le bruit du ventilateur. Parce que si vous installez ça dans votre salon et que ça fait un bruit énorme, c'est bien d'avoir du 5 points. Voilà. C'est bien d'avoir 5 points sur mais en bruit de fond, t'as voilà. Moi, je lis la petite étiquette et je vois un truc étonnant, Paul-Henri, c'est qu'il a une entrée DVI, donc une entrée digitale. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est quelque chose
Oui, tout à fait. Puisque c'est quelque chose sur les de projecteurs, c'est exceptionnel. Et sur les projecteurs, c'est exceptionnel, mais il y a les adaptateurs fournis pour faire rentrer tout ce qu'on veut dedans. Et tu es venu avec un autre petit machin qui l'accompagne. Alors celui-là, ça l'accompagne, mais ça va surtout avec les écrans CRT. C'est un tuner télé. Donc les écrans de PC, les écrans d'ordinateur habituels. C'est un tuner télé. On fait rentrer son câble télé dedans, et puis on regarde la télé sur son écran d'ordinateur. Donc on peut zapper sur les chaînes de télé. On peut zapper sur les chaînes de télé. On peut faire rentrer sa caméra vidéo, tout ce qu'on veut, et le faire ressortir. Orti VGA, et puis ici tu fais rentrer ta caméra et tu peux regarder ça sur ton écran d'ordi, c'est génial si t'as pas, t'as pas la place pour ceux qui ne veulent pas mettre une télé, ils regardent sur leur écran. Un Polaroid, ça coûte combien? 159 €. Et celui-là aussi? Et celui-là, je le garde. 3 000 €. Alors on trouve les modèles beaucoup plus grands aux mêmes capacités. Okay, ça va. Merci Polaroid. On trouve du beaucoup plus grand aux mêmes capacités, aux alentours de 2 000 €. Mais ici, c'est la taille qui prime. Paul-Henri, merci pour toutes ces petites informations. Nous, on se retrouve après la publicité avec la lomographie. Ouais. Très bien, on se retrouve tout de suite pour la lomographie. Découvre la nouvelle série spéciale de Kinder Surprise, les Cavernicolis. Retrouve toute la petite tribu dès à présent dans les magasins. Hé, tu m'as fait peur. Mais t'es pas un fantôme, toi. Il y a une tache. C'est même pas propre. Persil pur, tu connais? Disparaissent même à basse température. Persil, parfaitement propre. Qualité Henkel. Bienvenue chez les esprits. Pur, pur, pur. Persil en poudre, temporairement dans une boîte de rangement gratuite, très pratique. Fais tes propres choix avec le compte jeune de Fortis Bank. Recharge ta carte Payingo via ton GSM grâce à ton compte jeune de Fortis Bank. Découvrez une double puissance dans une incroyable double bouteille. Bref OSC Duo Power Gel. 2 formules actives dans 2 compartiments séparés. Contre le calcaire et la saleté. Nouveau Bref OSC Duo Power Gel jusqu'au bout de la propreté. Et pour l'hygiène quotidienne, Bref Duo Active avec Javel. On est de retour et Brice, tu nous proposes un appareil photo. On est de retour et Brice, tu nous proposes un appareil photo, mais on peut pas dire appareil photo. Non, on parle pas d'appareil photo, on parle de LOMO. Et LOMO, en fait, c'est l'abréviation Leningradskio Optico-Mechanitskio Objedin. Pas mal, tu t'en es bien tiré, ce qui veut dire en français l'Union des optiques et mécaniques de Leningrad. Je le savais. Alors le LOMO, en fait, c'est un appareil photo qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle le professeur Radinov. Et cet appareil, en fait, c'est un appareil assez rudimentaire, mais dont l'optique s'adapte un peu à toutes les circonstances. Donc tu peux l'utiliser vraiment en toutes circonstances. Et le principe de la lomographie, eh bien, c'est de prendre des photos à tout bout de champ sans t'encombrer des règles. Voilà, si du flou, des mauvaises conditions d'éclairage, des surexpositions, etc. etc. Donc c'est vraiment la photo instantanée. Alors il y a 10 règles d'or que respectent tous les lomographes. C'est tu prends ton LOMO toujours avec toi. Je traduis en français parce que c'est un peu plus compliqué. Là, c'est écrit en tu l'utilises de jour, de nuit, à n'importe quel moment. Et la lomographie, c'est pas quelque chose qui interfère dans ta vie. Bon, on fait une pause, on prend la photo. Non, ça fait partie de ta vie. Chaque les photos, tu les prends en vivant. Et puis c'est la règle dite de William Firebrace. Moi, je peux le faire, c'est là, pas penser. Tu dois être rapide, tu dois pas anticiper tes prises de vue, tu les prends sur le moment même. Et puis, tu dois pas comprendre le résultat, ça doit être un peu une magie, une découverte au tirage. Et enfin, tu shootes au niveau des hanches. Donc, tu shootes pas comme ça, tu prends comme ça, schlac, schlac, tu vois, au niveau des hanches, sans regarder. Donc, être lomographe, c'est un art de vivre. C'est quelque part une façon de vivre. Alors, les appareils de la gamme des appareils de lomographie, il y en a plein, il y a plein de modèles. Il y a un grand
c'est un appareil, je ne sais pas si tu as déjà vu, ces appareils où il y a plusieurs lentilles. Ah oui, le oui, Super Sampler, en fait, tu as 4 lentilles comme ça qui prennent des photos panoramiques. C'est Donc, les unes après les autres? Non, là, c'est 4 photos panoramiques prises en même temps. Donc, tu appuies dessus et tu as 4 panoramiques. Par contre, celui que toi, tu me décris, c'est le Cyber Sampler. Le Cyber Sampler, en fait, ta photo est prise en 4 et il prend d'abord un coin, puis un autre coin, puis un autre coin, puis un autre coin. Une espèce d'animation, un mouvement, et tu peux les scanner, après les animer. Alors, moi, je vous ai apporté le Olga. Exclusivement dans une belle boîte. Donc on dit bonjour Olga. On dit bonjour Olga. Alors il y a un magnifique, dans la boîte, c'est vraiment un beau cadeau. Dedans il y a un magnifique, comme ça tu vois ce que ça donne, un magnifique bouquin avec des photos prises au Olga. Il y a un poster, il y a un mode d'emploi. C'est un peu un grain vidéo Écoute, Super 8 quoi. C'est de la photo donc argentique traditionnelle, hein, presque préhistorique. Et alors ce qui est amusant, c'est que pour recharger ton appareil photo, tu dois te mettre dans le noir évidemment. Tu vois, c'est pas comme les appareils d'aujourd'hui où la bobine évidemment est complètement isolée. C'est des films évidemment bien spécifiques pour ces appareils-là, hein, que tu peux te procurer. Là, c'est une marque connue, voilà. Tu as des piles. Et regarde, ça, c'est l'appareil. Il est assez... Enfin, c'est un truc... C'est-à-dire un peu du plastique rudimentaire. Mais alors, la particularité de ce modèle-ci, le Olga... C'est pas joli. C'est que... Il est pas joli, mais surtout, il a une autre particularité, c'est qu'il a encore un système d'entraînement manuel, tu vois, comme ça. Ah, donc vous pouvez superposer ces photos. Exactement, on peut superposer les photos. Oh. Exactement. Puis, il y a encore d'autres petits avantages. Par exemple, il a un objectif qui est un peu foireux, ce qui fait que... Tu sais que ça me sidère que toi tu me présentes ça et pas un appareil digital. Mais ça c'est branché, Raphaël. Ça c'est super branché. Ça se vend sur Internet. Et sur Internet, la lomographie c'est énorme. Il y a des communautés absolument hallucinantes. Juste un petit mot, il y a d'abord un site dédié au Olga, juste pour le Olga, qui s'appelle Olgasmer, tu vois, un peu comme dans Orgasme. Olgasmer.org, sur lequel tu as des galeries de photos uniquement prises avec cet appareil qui s'appelle Olga. Et puis tu as une communauté qui s'appelle... Eh bien, c'est une façon de naviguer dans des galeries de photos prises avec des appareils lomographiques, mais par région. Donc tu choisis un continent et puis tu choisis une ville, et dans cette ville, tu vas avoir des photos de cette ville prises par toutes sortes de gens, d'accord? Et puis tu as encore d'autres choses comme le lab. Le lab, là, c'est l'inverse. C'est en fait, tu vas t'intéresser à des gens. Donc les photographes publient leurs photos et les partagent avec leurs amis. Et donc toi, tu peux aller voir toutes les photos qu'a fait telle personne avec différents modèles, avec différentes techniques. Tu peux découvrir le monde entier via... le monde entier. Puis enfin, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Il y a carrément des communautés, des portails. Alors il y en a un qui s'appelle Etchelomo, qui est vraiment très beau et qui lui fait un voyage à travers le temps grâce au Lomo. Donc c'est en fait tu sais, un weblog, mais un weblog avec des photos prises au Lomo. Donc chaque jour, tu as ta photo et tu as des archives invraisemblables. Dis-moi, c'est vieux ces appareils ou c'est... Alors celui-ci a été conçu en 1982. Ah oui. Et il a été construit à Hong Kong, voilà, par... ça a 20 ans, quoi. Hein, mais je pars à la campagne ce week-end, tu me le prêtes? Écoute, allez, je te le file. Mais n'oublie pas de prendre la péloche. Et puis, il faut te mettre dans le noir pour le remplir. Ça va. Et puis, n'oublie pas ici le petit scotch, parce qu'il a tendance à ne pas bien entraîner le film. Voilà. Si tu as un problème, je t'ai prévu ici un petit couteau. Voilà. L'homotiser. N'oublie pas les piles, parce qu'il faut mettre des piles pour le changer. Puis, tu as un mode d'emploi qui fait tout. Voilà. Je prends le tout. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Le résultat est assez intéressant, ça valait la peine. Après ces images fixes, enfin... qui est en fait la suite de Dark Cloud. Ils ont radicalement changé de nom, d'univers et même de scénario, puisque c'était pas vraiment un succès. Ils leur ont donné une seconde chance et le résultat est assez intéressant, ça valait la peine. Ici maintenant la technique c'est le cel shading. Donc, ça veut dire... Le cel shading c'est une technique de 3D dans laquelle on postérise l'image 3D, on réduit le nombre de couleurs et ça donne un effet de texture de dessin animé en fait. Ah oui, ça fait très dessin animé. Ouais, c'est très très gentil comme univers, c'est vraiment très gentil. Pas tous les personnages, parce qu'il y a des monstres qui sont vraiment incroyables. Effectivement, qui font pas du tout... Alors, au niveau du genre, c'est comme on appelle ça, un dungeon RPG. RPG, là encore, j'entends rien. RPG role-playing game, Gilles, donc un jeu dans lequel on fait évoluer le personnage. Voilà. Un jeu de rôle dans lequel on fait évoluer le personnage. On se retrouve souvent dans des conduits, dans des canalisations et dans d'autres maps, enfin dans une surface de jeu. On a l'occasion de faire évoluer
qui passe son temps à farfouiller dans l'atelier d'un vieil ami. Et ça donne, on a la possibilité dans le jeu de collecter des objets, comme dans tous les jeux de rôle. Et ici, Max, par association d'idées et d'objets, peut créer des armes. C'est un peu comme dans MacGyver, quoi. Ouais, il fait des bombes avec des bouts de plastique, du scotch. Ouais, ici, c'est plutôt Géo trouve tout. Hein, donc c'est toujours très très gentil. Au niveau de l'intérêt, c'est un jeu, moi c'est un jeu que je conseille. Mais Dark Chronicle est... Donc à acheter, quoi. Ah oui, un jeu à recommander à partir du moment où on n'est pas contraire à ce genre de formule. T'es venu avec un second jeu? Amplitude est également un jeu qui a changé de nom. Le premier s'appelait Frequency. Ici maintenant, c'est un jeu musical typiquement japonais qui nous place, qui nous donne la possibilité de survoler les pistes d'un morceau. Donc c'est de reproduire rythmiquement à l'aide des commandes de la PlayStation une boucle musicale. Donc tu appuies sur les boutons au moment de chaque note ou tu dois appliquer pour lancer chaque boucle à la mesure? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sautes de piste en piste en fait. Voilà, en fait, bon. Je sais que c'est pas évident, donc ici on est sur une piste. Ouais. Ici il y a des points lumineux, donc on navigue avec ce vaisseau. Voilà, bravo, c'est magnifique, c'est super. Et il faut reproduire. À côté, et on en a pas marre de jouer après 10 minutes avec des couleurs pareilles? Ouais, c'est assez psychédélique. Donc, le but est de marquer des points à ces fameux checkpoints et de progressivement construire le morceau. Et ces morceaux, c'est quoi? C'est des morceaux connus? C'est des morceaux que tu fabriques toi-même? Oui, le premier jeu, en fait, on lui avait reproché d'être entièrement électro. Ici, on trouve quand même des grands noms mythiques comme David Bowie, Herbie Hancock. David Bowie, tu veux dire que c'est vraiment David Bowie qui a enregistré pour... On les découper et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on passe du métal à l'électro, à la pop, il y a Garbage, des choses comme ça, Weezer. Bon. Alors moi il y a un truc que j'ai pas bien compris, mais en fait est-ce que toi tu peux modifier la musique ou tu dois suivre ou est-ce que toi tu peux remixer le morceau en fait en jouant? On ne remixe pas le morceau, c'est vraiment c'est comme le vieux jeu Simon, il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment. Ce qui t'est imposé. On a 3 touches, suivant que la fréquence est à gauche, à droite ou au milieu, on appuie sur le bouton adéquat et à partir si on va de la batterie à la voix, de la rythmique à... Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Par exemple, il y en a un qui fait la guitare, l'autre... Ouais, c'est la particularité de ce titre-là. Jouer en groupe? Bah oui, voilà, on peut faire un band. Est-ce qu'on peut faire un band? On peut jouer on peut faire des duels. Donc, à deux? À deux, on a la possibilité de... Faire des duos, comme Igor et Grishka Bogdanov, par exemple. Par exemple. Ou Brice et Raphaël. Ouais. Bon, non, en fait, c'est vraiment un affrontement, puisqu'on a la possibilité d'éjecter l'autre personnage, et le complètement énervant. C'est assez addictif, hein, on va dire. Ouais. Ça devient rapidement obsessionnel et on a envie de débloquer le morceau et de pouvoir... C'est assez énervant aussi de ne pas entendre la totalité du morceau. Donc on se surprend aussi parfois à taper la note au mauvais moment, ce qui donne un décalage à entendre le batteur de David Bowie être un peu à la traîne et jouer de travers. Donc c'est vraiment un jeu pour recommande. Ça va. Mais merci bien. Maintenant on va se regarder une avant-première. C'est une interview du producteur de Lord of EverQuest. Va bientôt s'ouvrir aux fans de stratégie en temps réel. Rencontre avec James Parker, le producteur de Lords of EverQuest. Lords of EverQuest est un RTS basé sur le très populaire EverQuest, le jeu en ligne massivement multijoueur. Tout se passe 10 000 ans avant les faits relatés dans le jeu de rôle online. C'est un RTS en 3 dimensions. En gros, vous récoltez des ressources, vous construisez une armée, plus loin. On a essayé de faire évoluer le genre. Chaque unité peut monter de niveau, gagner de l'expérience, apprendre de nouveaux talents. Chaque unité individuelle peut être considérée dans Lords of EverQuest comme un mini-personnage de EverQuest ou comme le mini-héros d'un jeu de rôle classique d'Heroic Fantasy. Vous choisissez parmi une des 3 factions, le Royaume des Ombres, l'Alliance Eldar et un 3e groupe encore secret.
Dans un RTS classique, vous devez collecter des ressources, améliorer vos technologies, ensuite vous espionnez vos ennemis et découvrez ce qu'ils fabriquent, et vous contrez leurs forces. Dans Lords of EverQuest, vous pouvez développer chaque unité individuellement, comme vous le voulez. C'est un peu comme une mini-partie dans le jeu. Vous pouvez créer 12 unités, les faire gagner. Bien sûr, certaines unités ont toujours des avantages sur d'autres. Nous n'avons pas enlevé le système de balance classique de pierre, papier, ciseaux. Mais on a créé un jeu plus flexible, plus ouvert. Les Lords, qui sont vos personnages principaux, peuvent aussi monter en niveau. Ils sont l'équivalent des héros dans le jeu online EverQuest. Ils portent un inventaire, ils ont les mêmes caractéristiques et talents que dans EverQuest, mais aussi certains nouveaux talents. Mais le plus important, en observant Lords of EverQuest, impossible de ne pas voir des liens de parenté avec Warcraft 3. Mais que pense James Parker de la comparaison? La première chose que je dis, c'est merci. Warcraft 3 est un jeu génial. Ce jeu est la référence en termes de qualité, de style graphique et en termes de balance de difficulté. C'est la barre que la plupart des studios essayent d'atteindre. On a essayé d'atteindre ce niveau. De nouveautés au genre RTS. Le fait que chaque unité puisse augmenter de niveau ajoute une grande complexité au gameplay qui n'est pas présent dans Warcraft 3. Je crois que c'est ça la grande différence. Et si vous demandez à un joueur de Warcraft 3 comment il jouerait au jeu si chaque unité était un mini-héros, je crois qu'il jouerait tout à fait différemment. Une génération dans le sens Oui, cette semaine j'ai choisi de parler des sites anti-sectes. Toi qui fais partie d'une génération de la pensée magique, donc une génération dont le sens... qui mangent les balles magiques? Non, 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 non. C'est une génération dont le sens critique a été largement émoussé par le consumérisme. Et donc est finalement une proie facile pour toutes les sectes qui vont manipuler et diffuser de l'information à travers Internet. Un exemple est la secte de la scientologie. Et lorsqu'on regarde finalement les internautes à adhérer à l'idéologie. Et aller voir les films de Tom Cruise. Et aller voir les films de Tom Cruise ou lire les livres de Ron Hubbard comme La Dianétique. Je suppose que tu l'as lu lorsque tu étais tout petit, à la place des Tintins. Mais donc pour en revenir, on s'aperçoit qu'ils ont tissé au cours des 10 dernières années un réseau extrêmement puissant sur Internet, à telle enseigne que même Google des prises de position extrêmement dures vis-à-vis des sectes. C'est-à-dire qu'ils ne renseignaient pas les sites de sectes comme la secte Moon ou la Scientologie ou Krishnamurti ou d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que le site anti-secte est très bien construit, sa navigation est relativement facile et contient les informations quels sont les enjeux, comment les sectes finalement diffusent l'information, comment elles utilisent Internet, quelles sont les lois anti-sectes qui existent, quels sont les rapports. Est-ce qu'il y a des lois spécifiques à Internet pour les sectes? Là, il semblerait qu'il y ait un vide juridique et donc on utilise en général les lois qui sont déjà valables dans le cadre, je dirais, de divulgation de l'information et de protection pour la parents qui essaient de protéger leur enfant contre tous les enrôlements possibles. Et évidemment, il y a la liste de toutes les sectes recensées. Et donc, je propose aux internautes de visiter le site Antisecte pour se faire une idée des moyens qu'utilisent à l'heure actuelle, je dirais, un ensemble d'idéologies qui sont plus ou moins néfastes pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore le sens critique et se font enrôler, utiliser
Et là, je crois qu'il est important de mettre en garde, d'avoir une certaine vigilance pour ne pas finalement céder à ces tentations d'idéologie un peu rapide. Surtout de ne pas être ignorant. De ne pas être ignorant à l'heure où finalement ce support est diffusé et utilisé par tout un chacun, comme toi, tes amis, comme moi-même, comme mon fils de 13 ans et demi, qui finalement surfe sur Internet, peut être finalement rencontrer un site et un URL et se dire tiens, c'est intéressant ce discours. Et donc toujours faire preuve de sens critique, ce n'est pas parce qu'on est à l'heure de l'Internet, à l'heure de l'informatique, qu'il ne faut pas aiguiser son sens critique. La pensée magique est extrêmement dangereuse. Eh bien, d'ici la semaine prochaine et jusqu'à ce qu'on se revoie, je vais aiguiser mon sens critique. Et j'espère que tu ne seras pas endoctriné. Pas par toi en tout cas. Non. À bientôt. À la semaine prochaine. Si je pouvais vivre dans un avion, ce serait vraiment idéal. Olivier, bonjour. Salut Raphaël. Olivier est notre mineur du web. Collé, travail, vacances, c'est un peu encore un peu embrouillé dans mon esprit. Alors, je suis tombé sur un site incroyable, c'est Geek Cruise. Enfin, l'endroit idéal, le moment idéal, c'est le mélange entre le boulot et les vacances. Donc, c'est des vacances pour geeks. Voilà, des vacances pour geeks, c'est Geek Cruise. Ce sont donc des croisières dans la mer, dans les Caraïbes pour la plupart des destinations. Où, donc, si tu veux, il y a des séminaires qui sont organisés. Sur une énorme paquebot avec tout le confort. C'est encore bon à savoir pour les vacances de Brice. Hein. Ouais, je n'ai pas trouvé des trucs pour lui ici. Mais il va nous adorer après ça. Hein. Et disons que la particularité aussi, tu sais, tu dis ouais, ok, je pars en vacances, en short, je vais pouvoir étudier, mais le problème c'est de faire comprendre au patron qu'il y a un intérêt derrière tout ça. Et figure-toi que sur le site, tu as une page dédiée en fait aux conseils, aux petites astuces pour convaincre ton patron et dire écoutez, voilà. Là-bas. Voilà, exactement. Donc, un deuxième site. Un deuxième site, oui. Alors là, tu sais, je suis parti en avion et je me suis dit, voilà, bon, mes vacances en avion, c'était super, mais finalement, si je pouvais vivre dans un avion, ce serait vraiment idéal. Et là, le rêve. Le rêve. Et sur eBay, donc cette fameuse plateforme de vente sur Internet, je suis tombé sur un site qui vend, en fait, tu sais, des anciens Boeing. D'énormes pieds sur lesquels ils vont aller positionner l'avion et à l'intérieur duquel bon, est complètement aménagé, jacuzzi, tout le confort. Jacuzzi comme sur ce merveilleux t-shirt que tu arbores aujourd'hui. Et donc effectivement dans cet avion tu peux imaginer toutes sortes de choses. Donc tu peux l'aménager comme toi tu veux. Voilà, petite astuce, 300 000 € sont nécessaires pour en acquérir un. Et puis le deuxième truc, il va falloir exproprier tous les voisins parce que voilà. Et alors il y a un truc génial en fait, c'est qu'ils positionnent un moteur si tu veux dans le pied, donc ce qui fait que tu peux en plus orienter l'avion. Pour le soleil. Le soleil, la religion, on va savoir quoi, mais en tout cas tu peux complètement orienter ta vie, quoi. C'est dingue. Un dernier site. Un dernier site, bien là, c'est pour tous ceux qui sont partis en voiture plutôt. C'est un site de vente en ligne qui propose en fait d'adapter les pièces de voiture dans ton intérieur. Donc par exemple transformer... Un peu, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, ce troisième site propose des tables avec je ne sais quelle partie d'une voiture américaine. Est-ce qu'il y a des éléments en vieille coccinelle? Eh bien, j'ai pas vu de vieille coccinelle. Par contre, j'ai vu toutes sortes de vieilles Cadillac des années 60. Tu pourrais avoir ton bar. Sur l'écran, il y a des trucs en vieille coccinelle. Voilà, ça m'intéresse. Ah, ben voilà. Donc des vieilles Cadillac aussi, c'est très américain comme site en fait. C'est tout à fait américain. Pour d'autres sites encore plus insolites. Avec plaisir. On te laisse dans tes recherches. Salut. Voilà, Cybercafé touche à sa fin, mais avant de se dire au revoir, Brice. Et les cadeaux de Cybercafé. Voilà. Et cette semaine, on aura donc 5 exemplaires de Otagi Myth of Daemon, le jeu qu'on vous a montré tout à l'heure, pour Xbox. Donc uniquement si vous avez une console de jeu Xbox. Il y a une question, et la question est quel est le nom du héros que l'on incarne dans le jeu? Nous avons
avons 5 exemplaires, donc uniquement si vous avez une Xbox, pas la peine de participer si vous n'en avez pas. Voilà, et puis on a un deuxième cadeau. Comme chaque semaine, Photo offre des cadeaux. Cette semaine, c'est avec Columbia PlayStation qui lance, peut-être que tu le sais, le 17 septembre, la collection online, comme le Xbox Live, tu vois. Oui, oui. On pourra jouer en réseau. Eh bien, pour nos spectateurs, nous avons 3 exemplaires du jeu Twisted Metal Black Online, plus l'adaptateur réseau Ethernet. On a 3 exemplaires de Twisted Metal Black Online. Et là, il y a également une petite question, Raphaël. Et la question de cette semaine sera... Hein c'est le nom d'un héros, mais... Non, non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un mot-clé, et mot-clé, on fera... L'homo. L'homo, ben l'homo, oui, hein, voilà. L'homo, c'est bien comme mot-clé. Voilà, donc le mot-clé pour le concours PlayStation 2, si vous pouvez donner tout le... ce que veut dire le... Vous y trouverez tous les liens de ce dont on parle dans l'émission, le webcast de l'émission, le sommaire de l'émission, et les forums, et des informations, et des liens. Et on peut voir l'émission par Internet en streaming. C'est incroyable, ça. C'est fou. Tu sais ce que c'est, le streaming? Tu vas m'expliquer là maintenant? Non, une autre émission. Ok, ça va. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao, ciao. Thank you.